Les organisateurs de cet événement, un événement très important pour la ville, pour la communauté classique, pour les habitants de la ville. Donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais aussi remercier tous les organisateurs, tous et toutes qui ont contribué à l'organisation de cet événement, ainsi que Naïla hier soir. Je pense qu'on est aujourd'hui en train de parler de la ville de Classe, de l'utilisation du matériel. Comme ça a été dit par l'un des collègues, libre au sens figuré, au sens littéral. Amitié propre, de culture, de religion, de tradition, et son histoire en est témoin. Je voudrais saisir cette occasion parce que la ville de Classe est en revanche le grand potentiel, un potentiel économique, culturel, artistique, agricole. Et je voudrais me référer à l'allocution de Serge qui a fait une promesse à Classe pour apporter son appui, pour dynamiser la ville, pour contribuer à son dynamique, à sa renaissance. Et je pense que chacun d'entre vous est venu de quelque part, à sa ville natale, sa ville de passage, pour plusieurs raisons. Pour l'amour de la ville, devoir d'essayer de faire quelque chose pour la ville. Et franchement, c'est le cas pour moi, parce que je suis de la ville de Classe, je suis de l'ancienne ville. J'ai quitté la ville en 92 pour une carrière académique à Rabat, puis aux États-Unis, puis un retour à Rabat pour entamer une carrière professionnelle à la JITA, c'est la coopération japonaise, puis à l'ambassade des États-Unis pendant une quinzaine d'années, puis au ministère de l'Agriculture depuis 2011, en tant que directeur central, puis directeur général, et puis en 2021, pour embarquer dans une aventure politique pour l'amour de Christ. Pour essayer de contribuer, de donner quelque chose à cette ville qui nous a donné beaucoup de choses. J'ai appris à jouer du volleyball et du foot à Classe, donc au moins pour ça, il faut faire quelque chose. Donc, encore une fois, je ne vais pas être long. Je voudrais remercier les organisateurs. J'espère que cette initiative n'est pas. J'espère que cette initiative sera la première. Il y aura d'autres que nous co-organisons ensemble pour un peu, si vous voulez, vraiment contribuer à la renaissance de la ville de Classe. On peut passer des journées, des mois, des années à parler de la ville de Classe. Une ville très riche à tous les niveaux. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Et puis, au nom de la communauté de Classe, je reste à votre disposition pour contribuer à organiser cet événement. Merci. Merci beaucoup, M. Sergi, président de la communauté de Classe. Ah, en plus, j'ai un passif positif avec les Bahji, qui sont des environs de Classe, de Grande. Handball. Basketball alors. Volleyball. Nous allons faire une pause. Nous allons faire une petite, peut-être, si tu permets, s'il y a 2 ou 3 questions, parce que ce serait quand même dommage. Puis après une pause, et nous allons passer aux commentaires. Merci à Guillaume. Ça, Guillaume, c'est fabuleux, le passé futur. 3 questions, si vous permettez. Alors, je demanderai à Monsieur Bedal. Monsieur, je vous en prie. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur, s'il vous plaît? Merci, professeur Khrouj. J'apprécie
ce moment que vous m'accordez, je voudrais juste amener quelques informations supplémentaires. La ville de Meknès, que j'adore, c'est le berceau. La ville de Meknès, vous m'entendez maintenant? La ville de Meknès que j'adore, qui est le berceau de la branche maternelle de ma famille, ça me permet de me retremper également ici. Mais j'aimerais apporter une petite modification au professeur Cohen et au professeur Hadi. Meknès n'est pas la seule ville qui a un nouveau et un ancien métal. Je dois dire que je suis rebâti et qu'il y a une différence du bourg grec peut-être de 300 mètres qui nous sépare d'une autre ville qui s'appelle Fès. Salé, il y avait autant de conflits au travail salé qu'il y a entre Fès et Meknès, mais Fès a deux mélas, l'ancien et le nouveau. Le second point que j'aimerais apporter, je ne sais pas qui l'a dit, c'est que Rabbi Baruch Toledano, Zecher Tzadik Ibracha, n'a jamais, à mon sens, et selon l'histoire que j'ai eue, était grand rabbin du Maroc. Après le décès du grand rabbin du Maroc, c'est Rabbi Yehoshua Berdugo qui a assumé la présidence du grand rabbinat du Maroc, c'est-à-dire qu'il a été, si je puis dire, magistrat suprême à la Cour suprême en cour d'appel, et il a été remplacé, une fois que M. Joseph Berdugo l'avait trouvé défaillant et affaibli, l'avait rapatrié à Meknès, il avait été remplacé par le grand rabbin Rabbi Shaoul Danan. Je voulais juste apporter ces quelques modifications. Merci de votre attention. Merci M. Marchechal pour ces éclaircissements. Mesdames, y a-t-il des questions? Sinon, on fera appel à des messieurs. Écoutez, je vous remercie pour... Il y a quelqu'un? Oui, je vous en prie. Je vous en prie, oui. Oui, bonjour. Moi, je ne suis pas un classique, mais à travers les... Moi non plus, madame, c'est pas un Et ma question était de savoir, avant l'existence des deux mélas, où vivaient les Juifs de Meknès? Non, parce que vous disiez l'ancien mélas, il est apparu en... je ne sais plus en quelle année, mais avant, il y avait beaucoup de Juifs à Meknès. Au XIIe siècle. Voilà, donc avant, ils vivaient où? Il était à Gourama. Vous allez, M. Hamma vous répondra tout à l'heure. D'accord, la question est posée. Y a-t-il une autre question? Et puis je vais donner la parole aux intervenants qui le souhaitent pour répondre. Je vous en prie. Il y a une question ici, madame, s'il vous plaît. Le micro à ma gauche, à votre droite. Merci à vous. Les intervenants tout à l'heure ont souligné la particulière dextérité de Joseph Berdugo sur la transition qu'il y a eu entre l'influence du protectorat et l'insertion dans le nouveau gouvernement marocain après le retour de Sa Majesté. Et je pense que j'aimerais bien que les intervenants qui sont historiens décrivent avec un peu plus de détails le rôle prépondérant qu'a eu Joseph Berdugo pour assurer de façon très paisible cette transition, parce que finalement les Juifs de Meknès ont été pris un peu en otage entre, d'une part, les pressions et les influences du protectorat au Maroc, et ensuite l'insertion nécessaire dans la nation marocaine. Et je pense que cette transition a été mieux assurée à Meknès que dans d'autres endroits. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que les historiens pourraient donner des témoignages sur ce point important? Merci beaucoup. Alors,
Dernière question, puisque la première n'était pas une question, mais un complément. On a eu 2 questions. Troisième question, s'il vous plaît. Et je donne la parole à qui veut maintenant ici. À juger, Serge. Moi, je vais répondre à un sujet que je connais bien, puisqu'il s'agit de la gestion de la période anté-indépendance et de l'indépendance par mon père et par la communauté. Alors, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la ville de Meknès était le fief du colonialisme français, que la puissance des conservateurs, des colonialistes à Meknès était extrêmement forte. Et qu'au moment où il y a eu la conférence d'Aix-les-Bains, il y a eu une polémique qu'on a complètement oubliée et qui a vraiment énormément d'importance. Les Français du Maroc avaient poussé un certain nombre de Juifs à demander un statut de minorité et non pas un statut de nationalité, pensant que, en leur disant attention, dès qu'il y aura l'indépendance, vous ne serez plus protégés, parce que c'est nous, votre protection. Et donc, à la conférence d'Aix-les-Bains, il y a eu une délégation juive assez importante, d'une quinzaine de personnes, qui s'est retrouvée donc à Aix-les-Bains et qui devait exposer la position des Juifs du Maroc. Et je préfère pas citer les noms, mais disons, il y avait quelqu'un qui était à ce moment-là à la tête de la communauté, qui était plutôt disposé, parce qu'en fait c'était un fonctionnaire plus ou moins de la résidence, d'accepter, disons, de présenter cette thèse de minorité. Et à ce moment-là, mon père, avec un certain nombre d'autres, on dit non, ça ne marche pas. Nous, on est marocains, on veut rester marocains, et on veut que tu exiges même droit, même devoir. Il n'est pas question de demander autre chose que ça. Ça a duré une bonne nuit de tractation. En fin de compte, c'est la partie de mon père qui a réussi. Et le lendemain, les Juifs ont demandé donc l'égalité des droits des Juifs vis-à-vis de leurs concitoyens marocains. Ce qui explique quelque chose de très important. C'est que quand Sa Majesté, feu le sultan Mohamed V est arrivé, dans le premier discours qu'il a fait à Saint-Germain-en-Laye, il a dit que les Juifs étaient égaux et qu'il y aurait un membre du gouvernement qui allait être nommé dans son premier gouvernement. Donc c'est ce genre de petites, disons, d'histoires qui font notre histoire. Et donc un autre moment est aussi important. Il a fallu nommer un ministre juif. Et donc, beaucoup de gens ont proposé mon nom. Surtout les postiers. Les postiers qui avaient été, grâce à lui, disons, mis au même diapason que les postiers français. Et l'argument de mon père, c'était, mais normalement, vous devriez non seulement les payer au même prix, mais vous devriez les payer plus cher. Parce qu'un postier marocain peut très bien distribuer une lettre dans la vie nouvelle, mais un postier français, il en est incapable. Donc, il faut absolument... Et ils ont eu obtenu cette recommandation. Et je me rappellerai toujours que, quand on allait à Tanger, il y avait toujours une délégation de postiers de Tanger qui venaient remercier mon père en se rappelant de ses gestes. Donc, ils avaient fait des pétitions pour lui demander. Malheureusement, il arrive ce qui arrive. Les intérêts n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Et donc, à un moment donné, après de multiples tractations,
le gouvernement de Sa Majesté le Roi a décidé que ce serait le docteur Benzaken qui avait, disons, toute la notoriété pour le faire, qui était un homme de bien, qui n'était pas un homme politique, mais qui était de toute façon admis et accepté et honoré par tout le monde. Donc, ça a été le ministre. Voilà ce que je voulais dire. Merci Serge. Monsieur Arnaud, je vous en prie. Vous avez le micro là à côté de Monsieur H. Avant qu'il y ait l'ancien Méla, les Juifs habitaient dans un endroit qui s'appelait Tchaoura, chez Taouché. Et il y a ceux qui habitaient dans un endroit qui s'appelle Sbarim. Voilà. Avant qu'ils aient acheté le terrain à Moula Ismaël pour construire l'ancien Méla, ils habitaient dans ces deux endroits. Avant la construction du Méla, les Juifs habitaient dans la Médina. Et on dit que quand ils ont fondé le Méla, l'ancien quartier juif est devenu le quartier où on gardait les prisonniers chrétiens dans la ville. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non. Vous avez le micro si vous voulez parler, monsieur le professeur H. Je voudrais qu'on parle surtout de Raphaël Verdugo parce que c'est une personnalité unique. Vous savez, s'il était au nord de la Méditerranée, il peut dépasser à Gaon-Medina. Merci beaucoup pour ce témoignage magnifique. Chers amis, les conférenciers, monsieur le président du conseil municipal de Meknes, monsieur le secrétaire général, je suis très heureux de cet après-midi. Si nous avions un peu plus de temps, je crois qu'on aurait prolongé ce débat. Un seul souhait, avant d'aller prendre peut-être une petite pause de quelque chose. Non? On s'arrête 10 minutes ou pas? Les organisateurs m'ont demandé de s'arrêter 10 minutes. Il y a une pause, c'est ça? Et on reviendrait pour le film. Parce qu'il y a le film qui va être absolument important. Alors, un seul souhait, s'il vous plaît, on n'a pas terminé. Une seconde, s'il vous plaît. Puisse cette rencontre, avec ces éminentes interventions sur le plan théologique, sur le plan spirituel, sur le plan historique, sur cette communauté juive de Meknes de Fès du Maroc, puisse-t-elle, cette rencontre, inspirer